congrès à Bamenda, congrès au cours de laquelle l'on a au moins deux leçons à retenir. Le premier, c'est qu'une correspondance a été diligentée à l'endroit des maires de Touba dans le département de Mézam, c'est dans le nord-ouest, mais également de Kumba à deux maires du SDF qui sont donc désormais interpellés par la correspondance du chairman Nidjon Froundi. Ils sont accusés d'avoir battu en brèche les décisions de la Commission nationale d'investiture en décidant de s'investir ou de s'auto-investir comme maire du Social Democratic Front. Et puis, Sepp Blatter souhaiterait que le continent africain puisse avoir un nombre important d'équipes au niveau de la Coupe du Monde. C'est en tout cas la substance de l'une des informations rendues publiques par le magazine de la FIFA, le tout nouveau magazine qui indique que le président de l'instance fêtière du football mondial a largement indiqué qu'il s'agit finalement d'une injustice à laquelle on a droit lors des phases finales de Coupe du Monde compte tenu du nombre d'associations qui font partie de la CAF. On parle d'un peu plus de 43 associations qui font partie de la CAF et le président Sepp Blatter révèle que le continent européen et américain qui sont les grands vainqueurs des phases finales de Coupe du Monde en termes de nombre d'équipes qui y participent devraient donc également revoir leur copie. Il faudrait tout naturellement que le continent africain puisse être valablement représenté au-delà des 5 membres qui y participent. Très souvent, l'on annonce donc dans les prochaines années une augmentation en tout cas du nombre d'équipes africaines qui vont participer aux phases finales de la Coupe du Monde. Et puis David Maibi a rempilé pour 4 ans de nouveau au niveau de la FIFA Pro. L'information a été rendue publique à travers les tabloïds de ce jour. Le président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun va donc séjourner encore au niveau du board, qui est une sorte de comité exécutif de la FIFA Pro. C'était à la faveur de l'Assemblée générale élective qui s'est donc tenue du côté de Amsterdam. Voilà donc pour le sommaire de la vraie émission. Premier numéro de cette semaine. Vous le savez, madame, monsieur, la vraie émission, c'est votre tri-hebdomadaire qui se propose à chaque fois de vous offrir un regard nouveau sur quelques sujets d'actualité, mais également en seconde partie qui se propose de débattre avec un invité prestige sur des sujets thématiques. Tout de suite, la première articulation, ce sont les potins. L'une des résolutions fortes du NEC qui s'est tenue samedi dernier à Bamenda reste cette correspondance du chairman adressée donc aux maires de Ntumba, mais également de Kumba à 2, des maires qui se sont donc fait élire en battant en brèche les décisions de la Commission nationale d'investiture de Social Democratic Front, présidée par le chairman Nidjon Froundi. Le président du SDF, pense notamment que ces 2 maires ont outrepassé les décisions de la Commission nationale d'investiture. Une correspondance leur a donc été adressée à cet effet. Et puis on parle de l'affaire Thierry à Tangana qui fait également couler pas mal d'encre et de salive dans la presse. L'expert financier qui est détenu dans les geôles de la prison du secrétariat d'État à la Défense sera donc demain devant le juge, un peu plus d'1 an après la décision qui avait été rendue publique par le tribunal de grande instance du Foundi. Au même moment où on annonce donc la reprise des audiences avec cet ex-financier qui est détenu du côté du CED, la presse révèle qu'un comité de soutien de Michel Thierry à Tangana s'est donc réuni, c'était vendredi dernier, du côté de Yaoundé, où ils ont dénoncé le durcissement des conditions de détention du franco-camerounais. Au niveau du sport, on parle donc de ce rêve africain de Blatter. C'est en tout cas la titraille de certains tabloïds parus ce début de semaine, donc qui revenait sur cette déclaration faite par le président de l'instance fêtière du football mondial qui pense désormais que le continent africain, mais également asiatique, font face à une injustice, parlant du nombre de participations d'équipes participantes donc à la phase finale de la Coupe du Monde. Il a estimé que le nombre élevé d'équipes européennes
européens, mais également américains à cette compétition ne se justifiait pas compte tenu du nombre d'associations membres de la FIFA que l'on dénombre au niveau du continent africain, mais également asiatique. On parle d'un peu plus de 100 associations des deux continents qui sont donc membres de la FIFA. L'Afrique à elle seule regorge à peu près 54 associations qui sont membres donc de la CAF. Sepp Blatter pense désormais qu'il faudrait revoir à la hausse le nombre d'équipes africaines qui participeront donc à la Coupe du Monde. On pourrait donc passer, selon en tout cas certains pronostics, de 5 équipes participant à cette compétition mondiale à un peu plus de 10. C'est en tout cas les pronostics auxquels se sont livrés quelques analystes du sport à la suite donc de cette déclaration faite par Sepp Blatter. C'était dans le magazine de cette instance fêtière du football mondial, en l'occurrence la FIFA Week. L'on a parlé de David Mahébi qui rempile donc pour un autre mandat au niveau de la FIFPro, qui a tenu une assemblée générale élective du côté de Amsterdam. Le président du syndicat national des footballeurs professionnels du Cameroun sera donc au niveau de la FIFPro jusqu'en 2017. C'est l'une des résolutions, ou alors l'une des décisions que l'on peut retenir au sorti de cette assemblée générale élective. Il faudrait rappeler que David Mahébi est donc au niveau du board qui est une sorte de comité exécutif de la FIFPro depuis 2005. Il est également par ailleurs membre de la division africaine, qui est également une association qui est présidée par Didier Drogba. À l'international, c'est la présidence malgache qui fait également l'objet de l'actualité. L'on annonce d'ici décembre, date donc arrêtée pour le second tour de cette élection présidentielle malgache. 2 personnes qui sont donc des poulains des présidents des 2 rivaux de la dernière élection malgache, des candidats qui sont donc respectivement soutenus par l'ancien président Marc Ravalomanana, mais également par son rival Andjo Ratjo. Il s'agit en l'occurrence de Jean-Louis Robinson et de Henri, qui est par ailleurs ancien ministre des Finances et qui pourrait, selon en tout cas les premiers chiffres rendus publics à la suite du dépouillement qui est certes en cours, pourrait s'affronter le 20 décembre prochain, même si la presse internationale révèle clairement que la Commission électorale internationale indépendante pour la transition, la CENIC, continue le dépouillement des différents résultats. On parle également de la guerre au niveau de la cohabitation désormais à la limite la cohabitation entre le Rwanda et la République centrafricaine. L'on a annoncé clairement qu'un combat est annoncé en tout cas entre les 2 États. C'est en tout cas peut-être la substance de l'information qu'il faudrait retenir de l'intervention de l'ambassadeur de Rwanda. C'était à l'ONU, c'était samedi dernier. Une déclaration qui fait suite aux obus qui auraient donc été découverts sur le territoire rwandais. Des Rwandais qui menacent désormais d'atterrir en tout cas dans le territoire de la République démocratique du Congo, un territoire qui fait l'objet d'affrontements âpres entre les rebelles du M23, mais également l'armée régulière de Kinshasa. Voilà pour la première articulation, madame, monsieur. Tout de suite, la deuxième articulation, c'est l'invité. Notre invité est un homme politique, il est également opérateur économique et opérateur culturel. Il est le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, militant depuis la base. Il est très connu des milieux médiatiques au Cameroun. Cyril Sambaka, bonsoir et merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. Je rappelle que vous êtes un habitué de ce programme, hein, même s'il a changé un peu de formule. Oui, il a un peu changé. C'est d'ailleurs pour ça que mon nom aussi a un peu changé, parce que Mbaka prend M. Prière à la réalisation de réajuster très rapidement. Parlons de quelques sujets d'ordre actuel, si vous le permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet qui vous amène à être notre convive ici. On parlait de ce nez qui s'est donc tenu. C'était samedi dernier et l'une des décisions, c'est la mise en garde adressée à quelques maires, notamment celui de Kumba 2e, mais également d'un autre
votre arrondissement Oui, du côté de la Mézame. Que vous inspire cette actualité-là? Ben, vous voyez, depuis un certain temps et depuis qu'il y a le multipartisme au Cameroun, nous ne nous sommes pas battus pour avoir de bonnes institutions. Nous ne nous sommes pas battus pour avoir en exergue, n'est-ce pas, que la politique se fait avec un minimum de morale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez constater qu'au-delà de ce qu'un parti politique peut décider, il y a des hommes. C'est pour cette raison que je précise que nous devons beaucoup plus nous pencher sur les institutions. Nous ne devons pas parler tout le temps des hommes. Et c'est ça qui a miné notre pays. La raison pour laquelle il est difficile de comprendre et d'expliquer à un démocrate, parce que quand on va à une élection, on sait déjà qui va être maire. On sait que ce monsieur, c'est lui qui peut, dans notre parti, guider ceci ou cela, et les militants le savent. Vous voyez, quand on arrive à une session où on dit que c'est les conseillers municipaux qui élisent les maires, ça devrait être une formalité. Malheureusement, nous nous rendons compte de plus en plus que les gens font renaître les dissidences qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de leur parti, se mettent candidats et parfois sont élus, comme dans le cas d'espèce. Ils sont élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui les ont élus, qui représentent les électeurs, ont décidé que c'est telle personne. Ça pose donc un problème au niveau du parti. Voyez-vous, le parti va les sanctionner. Mais le problème de fond reste. Parce qu'en réalité, ceux qui sont allés aux urnes vont se dire, mais voilà, nous sommes allés aux urnes, on ne nous a pas donné ce qu'il fallait. Tout de suite, on voit le RDPC. Parce que le RDPC, ils sont habitués à cela. Il ne faudrait pas qu'à l'opposition camerounaise, que ce genre de choses arrivent. Ce n'est pas souhaitable. Et quand bien même ça arrive, qu'il faut que les militants sanctionnent tout de suite. Parce que ceux qui deviennent donc des électeurs indirects doivent suivre la ligne du parti. Mais s'ils ne suivent pas la ligne du parti, ça veut dire qu'il y a une crise. Et cette crise, il faut l'éviter. Il faut la traiter en amont. Il faut l'éviter. Il ne faut pas qu'elle arrive. C'est la raison pour laquelle, quand on va aux élections municipales, on doit savoir qui veut être notre futur maire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on cache. Monsieur Cyril Sambaka, est-ce que cela ne remet pas simplement en cause la méthode d'investiture qui est très souvent, en tout cas ces derniers temps, on a observé que dans plusieurs partis politiques, on a décidé d'investir certains candidats, même lorsque ces partis politiques-là avaient réussi donc à damer le pion dans le cadre des élections libres et transparentes. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Oui, mais c'est là justement, c'est un tort. C'est un tort que de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que ça devient une habitude et ça devient l'habitude des Camerounais. Le parti au pouvoir, le parti dominant, se comporte comme ça. Au niveau de l'opposition, il doit y avoir une différence. On ne doit pas suivre, n'est-ce pas, les méthodes qu'on utilise, qu'on décrit par ailleurs. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut former les militants. Il faut que les militants aient une formation. Il faut que les leaders au sein d'une formation politique émergent. Il ne faut pas leur barrer la route. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas explicable en démocratie qu'un maire qui est élu soit démis par son parti. Vous comprenez? Le parti doit tout faire pour que, au niveau du vote, s'il y a un têtu qui présente sa candidature, qu'il soit battu là au Conseil. Mais pas qu'il gagne au Conseil. Là, ça commence à poser des problèmes. En tout cas, il s'agit là d'une correspondance. On n'est pas encore à la phase coercitive. Ouais. Ça pourrait certainement arriver si les personnes considérées comme conseillers dissidents... Mais ils sont déjà élus. Ils sont tout à fait élus. Ils sont élus. Vous pensez que ces gens qui ont été élus vont décider de redevenir conseillers municipaux? Alors ça veut dire qu'ils ont fait une mauvaise farce à leur parti. Ils ont complètement discrédité leur parti parce qu'on ne fait pas ça pour revenir en arrière. Est-ce que là, on n'a pas l'impression, à un moment donné, que le SDF n'a pas la maîtrise de ses troupes, à la lumière quand même de cette résolution qui a surpris plus d'un au niveau du... De plus en plus, les Camerounais partisans ont cette tendance à penser qu'il faut imiter le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir se comporte comme ça. C'est pour cette raison qu'il y a d'autres partis à l'opposition pour faire autrement. Malheureusement, il arrive que des
militants ne suivent pas les formations politiques au sein des partis et se retrouvent là parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont ceci ou cela. On se dit, voilà, les gens vont élire celui-ci parce qu'il a telle situation, parce qu'il a de l'argent et qu'il est capable de mettre de l'argent pour les élections. Et ça, l'idéologie, le programme du parti, vole en brèche. Et si cette personne a été lui-même accepté parce qu'il a de l'argent et qu'il s'est mis à corrompre les conseillers municipaux et qu'il gagne, vous voyez, le parti devrait, en principe, se taire. Mais le parti aussi sait que c'est de sa notoriété et c'est de son image. Donc, quand il décide ce genre de choses, on le règle avant. Quand il arrive après, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui a gagné à travers la loi dans un conseil municipal peut, parce que le parti lui a dit de retirer, il va retirer. Parce que quand bien même il aura retiré, je ne vois pas le parti en train de le laisser là. Le parti va le sanctionner. Parce qu'il a amené le parti très loin. Voyez-vous ? C'est pour cette raison qu'on a l'impression que notre démocratie vraiment est à redéfinir. Y compris dans l'opposition. C'est ce que je dis. Parlons de l'affaire Thierry Atangana à présent. On indique que son verdict pourrait tomber donc demain. On sait que ses avocats avaient saisi la haute juridiction du Cameroun dans le cadre de cette affaire. Il est écroué depuis un peu plus de 15 ans au niveau du secrétariat d'État à la défense. Donc on continue à penser que c'est un prisonnier politique. C'est l'avis que vous avez, vous ? Mais évidemment, vous voyez, Thierry Atangana doit être une victime. Hein. Il doit être une victime de la politique. Quand bien même il ne serait pas un engagé politique, il a côtoyé la politique qu'il ne fallait pas côtoyer. Il s'est retrouvé en prison. Je crois que ce monsieur a purgé sa peine. En plus de cela, on en a ajouté. Bon, vous voyez, tout ça, c'est dans un flou, tellement flou, qu'au jour d'aujourd'hui, on nous dit que la Cour suprême va juger, mais la Cour suprême est en dépassement du délai. Le délai que la Cour suprême avait est déjà en dépassement. Et il a fallu que de l'extérieur et que des comités de soutien puissent se marteler là-dessus, que ce monsieur devait être dehors au lieu d'être dedans, que maintenant, la Cour suprême reprend l'affaire. Et elle reprend l'affaire en retard. C'est-à-dire qu'elle doit constater elle-même que les délais étaient dépassés et qu'à ce titre, ce monsieur doit retrouver sa liberté. Je pense, et c'est ce que moi, personnellement, je souhaite. Je pense que notre justice, quand elle veut appliquer la loi, elle sait appliquer la loi parce qu'elle a en son sein des gens très expérimentés. Maintenant, tout dépend de la volonté et de l'orientation qu'elle voudra prendre. Mais en termes de connaissance, de maîtrise des données, notre justice a en son sein des gens vraiment bien outillés. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle aura à constater elle-même qu'elle n'a pas respecté les délais et qu'à ce titre-là, tout au moins, que M. Thierry Atangana puisse recouvrer sa liberté. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Très bien. 3 ou 4 autres sujets avant d'en venir au débat proprement dit. Un autre sujet sur la FIFA, une réaction de Blatter qui a semblé réjouir tout le continent africain. Mais en même temps, la question est de savoir pourquoi maintenant l'Afrique aujourd'hui n'a que 5 équipes qui participent aux phases finales de Coupe du Monde. Il a réagi pour indiquer que de par le nombre d'associations qui sont membres de la CAF, donc par ricochet de la FIFA, l'Afrique devrait avoir un peu plus lors de ces phases finale de Coupe du Monde. La décision, d'ailleurs, la réaction en tout cas, rendue publique par le magazine de la FIFA, vous a-t-il surpris? Oui, ce genre d'information me surprend parce que si nous devons revenir en arrière pour constater que l'Afrique a eu 5 équipes grâce à une performance du Cameroun en 90, ça veut tout simplement dire qu'avec 5 équipes, nous devrions rester dans la même logique. C'est-à-dire que l'Afrique se retrouve avec 5 équipes en train de jouer les quarts de finale, les demi-finales, etc., pour qu'on constate qu'on est en train de sevrer l'Afrique, le monde du football africain qui ne fait qu'émerger.
à ce moment-là, on serait parti sur le même critère, c'est-à-dire la performance qui permet d'avoir 5. Nous l'avons obtenu. Mais au jour d'aujourd'hui, si nous devons envoyer 10, 15 équipes africaines qui vont s'arrêter au premier tour, voyez-vous, le football aujourd'hui n'est pas un amusement ou bien un jeu de poker. On se prépare. Donc, faisons le bilan entre 90 et entre le moment où nous avons eu 5 équipes en Afrique et aujourd'hui, et voyons les performances des 5 équipes à travers les Coupes du Monde. Pour nous dire, est-ce que si on en ajoute 5, est-ce que si on en ajoute 10, ça va nous permettre de faire quelque chose? Est-ce que ça ne va pas baisser plutôt la compétition au niveau de l'Afrique qui se verra avec 10 places, donc on pourra passer, être repêché, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, je me pose la question. Vous ne voyez pas l'aspect quand même numérique de mais la question, l'aspect numérique n'est valable que quand... Le président Blatter semble, lui, s'inquiéter ou s'insurger. Oui, mais l'aspect numérique aussi peut être des élections. Parce que quand vous avez besoin de soutien pour vous faire élire, vous avez intérêt à inscrire le plus grand nombre d'électeurs. Voyez-vous, ça c'est aussi un aspect de la chose. Moi, je parle en tant qu'homme politique. Je dis, est-ce que je ne connais pas bien les mécanismes du football, mais je me dis... Mais est-ce que de par le nombre d'associations qui sont membres de cette instance fêtière du football en Afrique, pour ne citer que ce cas d'espèce, on parle de 54 associations, est-ce qu'on ne mériterait pas avoir un peu plus d'équipes en phase finale de Coupe du Monde? Le nombre d'associations vient du fait que l'Afrique est très divisée. Nous avons des petits pays. Vous comprenez? Nous avons des tout petits pays, ce qui fait que l'Afrique est très divisée. Donc nous sommes obligés nous aimons le football en Afrique et chacun veut avoir son association. Chacun a son association. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aurais souhaité que sur la base des performances des 5 qui vont habituellement, qu'on nous donne 10 ou 15. Là, je dirais, c'est très bien mérité. Mais si c'est sur le nombre des associations, je pense que nous verrons qu'avec le temps, ça va plutôt nous défavoriser parce que les gens ne vont pas bien se préparer. Ils vont se dire, il y a 10 places, il y a 15 places, dans tous les cas, je passerai. Vous voyez? Et ils ne vont pas bien se préparer. Mais si la performance était au niveau de la Coupe du Monde elle-même, oui, si nous allons à la Coupe du Monde et que les pays africains arrivent en demi-finale, en finale, en quart de finale, on dira oui, il faut leur donner 10 places, il faut leur donner 15. D'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes arrivés à 5 places. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette réduction numérique, ou alors ce nombre d'équipes qu'on a au niveau de la Coupe du Monde peut aussi justifier que l'on ait moins de chances de remporter le trophée de cette Coupe du Monde quand on sait que l'Europe a quasiment la majorité des équipes qui participent à cette compétition, y compris l'Amérique. Est-ce que si on n'avait pas plus, on n'aurait pas plus de chances d'avoir... Non, mais on n'a qu'à regarder les résultats des matchs en Coupe du Monde. On n'a qu'à regarder les résultats des matchs. Je pense que les équipes qui vont en Coupe du Monde nous ont montré qu'elles ont le niveau et que nous n'avons pas des équipes africaines qui vont en Coupe du Monde pour ridiculiser d'autres continents ou d'autres équipes. Moi, je maintiens que nous devons avoir plus à condition que cela vienne du mérite, pas du nombre d'associations. Parce que ça peut cacher autre chose. Très bien. Un Camerounais qui semble mériter les faveurs de ses pairs, c'est David Maïbi, qui a donc été reconduit au niveau du board, qui est le comité exécutif de la Fédération internationale des footballeurs professionnels. C'était à la faveur d'une assemblée élective qui s'est tenue du côté de Amsterdam. Il rempile pour 4 ans de nouveau. Ça devrait vous réjouir, vous, en tant que Camerounais? Je suis là, je peux dire que je suis réjoui. Et je vois le parcours de cette personne qui n'a jamais cessé d'aimer le football. Mais pourquoi il ne semble pas faire l'unanimité au sein de sa famille? Mais parce que la vie est ainsi faite, comprenez-vous? Nous pouvons commencer ensemble, mais nous n'avons pas les mêmes chemins. Nous pouvons avoir des destins différents, divergents. Le problème ici au Cameroun, c'est que ce sont même ceux qui sont vos proches qui, en général, vous trahissent. Donc, si à l'extérieur, ce monsieur a pu s'imposer,
C'est parce qu'il a une expertise. Et son expertise n'a pas de tribalisme. Voyez-vous, il n'y a pas de tribalisme là-dedans. C'est-à-dire que quelqu'un sort du Cameroun et ils sont nombreux. Comme ça, les Camerounais qui s'affirment à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, tous les jours sont vilipendés. Je sais de quoi je parle. Comprenez-vous, je sais de quoi je parle. Donc, c'est très, très important de féliciter un Camerounais qui va à l'international, il réussit, il rempile. Ça veut dire que quelque part, s'il restait que dans son pays, on l'aurait peut-être mis aux oubliettes ou à la poubelle, mais il a à donner. Si vous ne voulez pas recevoir ce que je vous donne, eh bien, je donne à celui qui pense que je peux lui apporter quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça qu'il faut féliciter le fait qu'il ait rempilé. Il n'a pas rempilé parce qu'il est parti magouiller. Il a rempilé parce qu'il a les compétences qu'il faut et on a besoin de lui. Très bien. Je rappelle également qu'il est le leader de la division africaine, qui est également une très grosse organisation panafricaine qui est présidée par Didier Drogba. J'aimerais qu'on s'intéresse actuellement à l'actualité au niveau de Madagascar. Une élection à 2 tours. Je voudrais qu'on s'interroge d'ailleurs sur ce processus électoral qui vous fait sourire certainement. Le premier tour semble avoir donné 2 favoris qui sont très, selon en tout cas les premiers résultats, les 2 poulains des présidents qui, eux, n'ont pas participé à ce scrutin-là. L'on parle donc du poulain de l'ancien président Marc Ravalomanana et son éternel rival qui n'est autre que Andy Rajoelina. J'aimerais simplement qu'on s'arrête sur le processus électoral en lui-même. Une élection à 2 tours dans un pays africain, c'est vrai, on commence à s'y habituer, mais vous, quelle est la lecture que vous en faites ? Oui, ben celle que probablement vous-même vous faites, n'est-ce pas? C'est bien quand on avance. Voyez-vous, parce que Madagascar a vécu une crise sans précédent. Peut-être que le Cameroun ne l'a même pas vécu comme ça. Mais je dois dire que ce qui est important, c'est qu'on avance dans le processus et qu'on avance dans la transparence électorale. Voyez-vous, quand on va aux élections à 2 tours, ça résout énormément de problèmes. Parce que ça relâche tout le monde. Ça relâche le citoyen qui doit aller mettre son bulletin dans l'urne. Parce qu'on ne lui pompe pas à l'oreille que ne va pas voter tel parce qu'il n'a pas de chance. Non, il ne s'agit pas de cela. Chacun va, à son âme et conscience, voter qui il veut. Alors les 2 premiers, à ce moment-là, n'ont qu'à combiner avec négocier, discuter, parce que c'est sur les bases des programmes, pour qu'au 2e tour, ils puissent passer. Ça, c'est une très bonne chose. Voyez-vous, si on se rapproche maintenant du Cameroun, on va se rendre compte que les élections à 1 tour ont miné notre pays au point où on se pose la question de savoir comment est-ce que nous allons encore revenir à l'unité de ce pays. L'unité du Cameroun est mise à mal. L'unité du Cameroun est mise à mal à cause des mauvaises institutions, à cause des mauvaises lois. Cyril Sambaka, ne pensez-vous pas qu'une élection à 2 tours, si on essaye de faire une sorte d'analyse comme ça, en reprenant le cas de la Guinée équatoriale, est-ce que ce n'est pas très dangereux de se retrouver dans cette posture-là, compte tenu de la situation post-électorale qui a prévalu dans ce pays-là? Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce qu'au Cameroun, vous pensez qu'on est prêt à une élection pareille? Nous sommes très en retard sur des élections à 2 tours, je vais vous le dire. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, avec les mécanismes que nous avons mis en place, c'est que la tribu revient en surface, voyez-vous? Et qu'il n'y a plus d'ambition véritable d'alternance. Il n'y a plus d'ambition d'alternance. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que vous allez constater qu'un parti comme le SDF aime à se présenter comme le premier parti de l'opposition. Voyez-vous? Est-ce que c'est vrai? Je vous retourne la question, M. Cyril Sambaka. L'UNDP, de son côté, va dire « Nous avons le plus grand électorat après le RDPC. » Parce que si vous comptez en nombre de voix qui se sont exprimées, nous sommes plus nombreux que ceux qui ont voté. Et si on compte en nombre de présence au niveau des instances de pouvoir, vous n'êtes certainement pas le premier. C'est donc ça qui est un flou dans notre pays. Et c'est entretenu pour que
les gens ne puissent pas s'entendre. Vous comprenez? Les gens ne puissent pas s'entendre. Avant les élections, nous étions dans la posture de ceux qui pensaient que l'opposition camerounaise devait se concerter, essayer de voir comment arriver à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité des députés. Mais beaucoup ont pensé que si nous avons 1, 2 députés, 3, 4 députés de plus, on aura avancé. Non, c'est 5 ans qu'on aura perdu parce que cette Assemblée nationale qui va faire son entrée demain ne sera pas différente de celle qui est passée. C'est-à-dire qu'on saura tout ce qu'il faut faire, mais on n'aura pas les moyens de le faire. Parlons à présent très rapidement, puisque vous avez embrayé justement sur le sujet, l'un des sujets phares de notre échange. On parlait de votre parti politique, l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Vous en êtes le vice-président. On peut considérer votre parti comment? Comme un parti qui souhaite conquérir le pouvoir ou comme un parti qui souhaite avoir des alliés qui sont au pouvoir? Non, ce que je peux dire, c'est tout simplement que l'UDC a été créé, comme certains partis, pour conquérir le pouvoir, l'exercer, avoir les compétences de le faire à travers une idéologie et à travers un programme. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que tel que les choses se présentent au Cameroun, les institutions se présentent au Cameroun, vous allez constater qu'il est difficile pour un parti politique d'émerger suffisamment parce qu'il y a des barrières ethniques, il y a des barrières qui ne sont pas idéologiques, qui ne sont ni de programme, qui viennent plomber cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout ce qui peut amener à diviser les Camerounais n'est pas bon pour le Cameroun parce que nos forces deviennent nos faiblesses. Le problème ethnique aujourd'hui se pose. Vous voyez, on a dit que le SDF était un parti anglo-bamileke. Aujourd'hui, j'entends partout dire que le SDF s'est divisé parce que la partie bamileke est partie au MRC. Alors, quand on commence à faire ce genre d'analyse, c'est très très dangereux pour le pays. Et il faut que nous commencions à discuter sur les valeurs, vous comprenez, sur les choses qui peuvent faire avancer notre pays. Si nous commençons à cultiver la division, ça va nous poser un certain nombre de problèmes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand vous vivez ici à Douala, vous avez l'impression que l'UNDP n'est rien. Parce que l'UNDP n'est pas solidement implanté à Douala. Mais quand vous allez au nord, vous avez l'impression qu'il n'y a que l'UNDP. C'est la question que j'allais justement vous poser. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le parti qui est le vôtre, finalement, est un parti régional? Quel est le parti qui est national? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce qu'on a traversé deux régions. Est-ce que vous reconnaissez au moins que vous n'êtes pas implanté dans le littoral? Pourquoi nous ne sommes pas... Je viens de sortir des élections, j'ai eu un résultat tout à fait honorable. Je suis désolé. Comment vous pouvez dire que nous ne sommes pas implantés dans le littoral? On vous attendait quand même à la tête de la mairie. Ce n'est pas ce Non, moi je n'étais pas au niveau de la mairie. Ceux qui étaient à la mairie, à Douala 2e, ont pu avoir des sièges là-bas. Moi j'étais au niveau de l'Assemblée nationale dans Vouri-Centre. Et je dois vous dire que j'ai battu une campagne où il y a eu une adhésion terrible. Et ça, je dois remercier les Camerounais qui ont maintenu jusqu'au bout. Parce qu'il y a d'autres qui ont pu être divisés à cause de l'achat de conscience. Mais dans tous les cas, moi qui suis descendu sur le terrain, qui ai battu campagne, je sais l'appréciation. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis sorti de là debout. Parce que je ne peux pas m'amuser à ne pas continuer à faire avancer cette idéologie, à ne pas faire avancer ce programme, parce que c'est un programme auquel les citoyens adhèrent. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver le moyen de barrer la route, n'est-ce pas, à tout ce qui est faux dans une élection, tout ce qui n'est pas transparent. Alors vous battez en brèche l'idée selon laquelle votre parti politique n'est pas un parti régional, non, parce qu'il est implanté dans la région du littoral, mais monsieur le vice-président, je vais vous le dire. On ne vous voit pas beaucoup dans des meetings, on ne vous voit pas tenir non plus très souvent des conférences de presse, très souvent, où on peut dénicher vos militants. On a même du mal à situer l'espace géographique de votre siège ici dans la région du littoral. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'on pense à la lumière de tout cela, que votre parti n'existe pas dans le littoral? Parce que vous êtes mal informé. Parce que même mes enfants
qui sont en Europe, tout petits, il y a encore 10 ans, 11 ans. Mais pourquoi vous ne tenez pas des meetings? Ils ont vu, à travers vos médias qui passent là-bas, comment est-ce que mon QG a été encerclé par la police au moins 3 fois. Voyez-vous, avec des cagoules, etc., avec les Mami Wata. Et je suis bien placé là à Bonapriso. Tout le monde qui entre à Bonapriso sait où je suis. Alors, c'est où se trouve mon siège. Ce n'est donc pas un parti régional. Donc, je suis désolé. Moi, régionaliste. Je ne suis pas Bamoun. Moi, je suis d'une CAM. Je suis né à Douala. Mes parents à Douala. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on fasse très attention à cette chose-là parce que ça entretient une situation de statu quo. On n'avance pas vers ce que c'est que la politique. La politique, c'est les idées. La politique, c'est les programmes. Et vous savez qu'en termes d'idées, les idées n'ont jamais de frontières. Moi, je peux vous dire au moment où nous parlons, le président de l'UDC se trouve où? Vous ne le savez pas. Vous êtes journaliste. Je vais vous le dire. Vous êtes le vice-président. Je vais vous le dire. Il n'est pas dans le cadre de l'UDC. Mais vous savez que partout où il y a la guerre, il est appelé pour pacifier. Et il se trouve aujourd'hui en RCA. Vous comprenez? Alors, hier, il s'est trouvé à Sarajevo. Il s'est trouvé partout dans le monde pour pacifier. Très bien. Est-ce que si l'on se focalise... Ce n'est pas une région qui est partie pacifier Sarajevo. Très bien. Ce n'est pas une région qui s'en va pacifier. Monsieur le vice-président, il faut qu'on sorte de là. Est-ce que si on prend l'exemple selon lequel son épouse a siégé quand même lors de la dernière législature, on ne pourrait pas dire que si ce parti qui est le vôtre n'est pas un parti régional, c'est finalement une affaire de famille? Je vais vous dire un truc qui est très important. Je considère ce parti comme le mien plus que celui d'Adamou Ndamdioya. C'est-à-dire que c'est notre propriété à nous tous. Comprenez-moi bien. C'est notre propriété à nous tous. Si c'était la propriété à Adamou Ndamdioya, je ne serais plus là-bas. Mais c'est l'Union démocratique du Cameroun. C'est une union. Les gens refusent de le comprendre, mais c'est ça bien. Si vous remontez à la création, vous allez vous rendre compte que c'était plusieurs leaders qui ont créé l'Union démocratique du Cameroun. Il est vrai qu'en politique, la politique étant une course de fond, il y a des gens qui aiment la vitesse. Et quand on aime la vitesse, on ne peut pas supporter. Mais quand on connaît le chemin et qu'on sait que c'est le bon chemin, on a la force de supporter. Et c'est ce que Sambaka fait. Sambaka supporte parce qu'il sait que ce chemin est bon. Vous comprenez? Peut-être le comprendrez-vous, peut-être le comprendra-t-on dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce chemin, pour moi, est bon. C'est la raison pour laquelle j'y suis. Monsieur le vice-président, pour répondre à votre question, s'agissant de l'honorable Madame Ndamdioya, je vais vous dire, elle entre là à son 2e mandat. Et l'UDC est créé depuis 23 ans. Alors pendant 15 ans, Ndamdioya n'a pas eu de famille. Pour introduire, il a attendu. Soyons sérieux, parce que quand les gens évoquent cela, moi je vais vous le dire, c'est parce qu'ils n'ont pas d'éléments pour critiquer. Ce que nous faisons est bon. Alors il faut trouver la petite bête. C'est visiblement bon, mais on ne vous voit pas beaucoup. Il faut chercher les poux dans les narines. Il faut tomber sur des gens naïfs. Naïfs, pourquoi? Parce que nous entrons en démocratie au Cameroun sans former les populations. Quel est le bilan? Moi, j'ai été formé au Bénin pendant mon exil. Comprenez-vous? Et j'ai compris ce que c'est que la politique. Je suis revenu dans mon pays faire la politique 6 mois après. Tous les Camerounais n'ont pas eu cette chance de comprendre à la base ce que c'est que le multipartisme, ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que les institutions, ce que c'est que les programmes, ce que sont les idéaux. Ça, les Camerounais n'ont pas eu cette chance. Et nous sommes là pour essayer de faire véhiculer cela. Le bon message n'est pas le plus
facile. Très bien. Vous aviez dit tout à l'heure, monsieur le vice-président, qu'à la lumière, en tout cas, de ce qui se passe dans les partis politiques où on parle d'ethnie et autres, ce sont en tout cas des attitudes ou alors des réalités qui semblent amener à penser qu'une alternance politique n'est véritablement pas possible au sein d'une opposition qui elle-même a du mal à trouver des consensus autour, par exemple, d'une liste unique. Est-ce qu'à la lumière de cela, on ne peut pas dire, on ne peut pas déduire tout simplement que votre parti également a compris que les jeux sont faits et que vous êtes également là simplement pour animer la scène politique sans avoir finalement la vérité de pouvoir? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'UDC, depuis qu'elle a été créée, partout où l'opposition s'est réunie pour quelque chose, l'UDC, s'il n'a pas été promoteur, il a été toujours actif là-dedans. Tous les regroupements que l'opposition a pu faire, l'UDC s'est toujours trouvé dedans. Vous comprenez? Et c'est très important parce que nous avons cette vision de la chose et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand les jeux sont faussés d'avance, il y en a qui peuvent en profiter alors qu'ils ne pourront jamais avoir la légitimité qu'il faut si les jeux sont clairs. Donc, à qui profite cet embrouillamini que nous vivons dans notre pays? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, après les élections présidentielles et après avoir pris acte qu'au niveau de la tête de l'État, il n'y a pas eu de changement, s'est constitué le G7. Le G7, ce n'était pas de voir si vous avez un élu ou pas. Le G7, c'était de voir comment est-ce que, au niveau de l'Assemblée nationale, il peut y avoir une alternance. Mais visiblement, tout ça n'a pas prospéré, monsieur le vice-président. Vous savez pourquoi ça n'a pas prospéré? Parce que soit ça n'a pas été compris, soit les égoïsmes ont prévalu. J'ai entendu dire que l'UDC n'est concentré que dans le Noun. À ce titre, il doit se fondre. Fondre à qui? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est tout simplement que nous avons des partis politiques ici qui gagnent des élections, qui ont des conseillers municipaux. Nous n'allons pas discuter de ce problème parce qu'ils ont gagné, ils en ont les preuves. Nous avons des partis politiques qui ont des listes, qui déposent des listes à gauche, à droite. Le problème, c'est de couvrir l'ensemble du territoire. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'avec des élections que nous venons de vivre, personne à l'opposition n'a couvert l'ensemble du territoire. Donc, qu'est-ce qui devait se passer au niveau du G7? C'était de faire un pacte républicain, tout simplement, et de faire entrer des partis qui sont dans certaines zones où ceux qui gagnent d'habitude ne sont pas, et que le soutien soit massif parce que, à partir du pacte républicain, nous avons défini qu'est-ce que nous devons changer au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur le et vice-président, tous les partis que vous appelez grands partis le savent. Mais ils n'ont pas voulu de cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis, moi, j'ai déjà trop entendu parler de Madame Damjoya, j'ai déjà trop entendu parler du Noun. Je vous dis, qui est le fief de votre parti ça, politique, même si vous avez du mal à le reconnaître. Je dis aujourd'hui, ce sont des arguments complètement éculés qu'il faut mettre dans la poubelle parce que la politique ne se fait pas dans un département. La politique, ce sont des idées qui traversent. Je veux que les gens m'interpellent désormais sur nos idées. Nos idées sont mauvaises, discutons-en. Mais si on parle d'ethnie, moi, je ne suis pas dans les problèmes d'ethnie. Je dis bien que, pour moi, j'entre à l'UDC parce qu'il y a une bonne idéologie, il y a un bon programme et je me sens apte, n'est-ce pas, à suivre cela. Très bien, un programme qui a du mal... C'est à ça que j'invite tous les Camerounais parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui ne sont pas des acteurs politiques, ceux qui ne sont pas des professionnels de la politique, s'insurgent en donnant des leçons et dévoient complètement la situation politique qui peut faire avancer le Cameroun. Le Cameroun ne peut avancer que dans l'unité. Le Cameroun, la force de division, la force que les ethnies peuvent apporter au Cameroun, on a mis ça de côté pour faire glisser le Cameroun vers le Rwanda. Je dis, ce n'est pas possible parce que nous, si nous continuons comme ça, nos enfants connaîtront le Rwanda. Il faut que chacun, à son âme et conscience, puisse se remettre le cœur à l'ouvrage et batailler pour l'unité. Parce que si l'UDC aujourd'hui était un parti
qui étaient en collaboration avec le RDPC, alors on allait titrer partout. Mais moi, je me pose la question de savoir. Il n'existe pas des passerelles de dialogue entre vous et Je ce dis parti au que pouvoir-là, s'il y a des passerelles de dialogue, ces dialogues, nous allons l'entretenir, mais nous n'allons pas participer à quelque chose où on ne va pas implémenter ce qui nous amène là-dedans. Monsieur le voilà de vice-président, quoi il s'agit. Monsieur le mais vice-président, vous allez trouver des gens... Je vous relance très rapidement. Vous avez souhaité, quand on vous aborde, en tout cas on vous approche au sujet de votre programme politique, la configuration au niveau des communes, que ce soit également au niveau de l'Assemblée nationale, est désormais connue. Vous avez tout au plus 4 députés qui vont y siéger pour le quinquennat qui s'ouvre. C'est énorme, dans le contexte du Cameroun. C'est vous qui le dites, monsieur le vice-président, mais j'aimerais simplement qu'on s'interroge sur la configuration même de ces différentes, de ces conseils, mais également de cette chambre basse. On n'a pas le sentiment que c'est une moisson bien importante que vous avez réussi là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que votre programme politique ne passait pas suffisamment au niveau de la population. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Moi, je vous donne l'exemple de Lamze et de Kiossi. Vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé là-bas, dans le sud. Pour l'UDC, l'UDC est dans le Noun, d'après beaucoup d'entre vous. Mais à Kiossi, ce n'est pas le Noun. Au Lamze, ce n'est pas le Noun, c'est le sud. Là où beaucoup de partis n'approchent pas. Ils ont accepté l'UDC à cause de leur idéologie. Ils ont accepté. Et si vous voulez, moi, je ferai venir nos leaders là-bas, qui sont du sud, pour qu'ils passent à votre émission, pour qu'ils vous expliquent. Parce que moi, je vous le dis, notre parti est décentralisé, à telle enseigne qu'il y a des initiatives qui sont prises localement. Donc, si vous Monsieur savez... le vice-président, est-ce qu'avoir 4 députés sur 180 députés, c'est quelque chose à considérer? C'est énorme. C'est énorme dans le contexte... N'est-ce pas là un bilan bien médiocre? Non, c'est énorme dans le contexte que nous connaissons. Le Cameroun doit avoir une opposition qui s'entend pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et cela ne vient pas après les élections, ça se fait avant. Et nous avons crié, moi-même sur vos antennes, 1, 2, 3, 10 fois, j'ai dit ici, à LTM, que ces élections à venir ne sont pas des élections pour avoir 1 ou 2 députés ou 3 députés de plus. Il s'agit de se mettre autour d'une table et analyser, voir géographiquement le Cameroun, comment est-ce qu'on va occuper les espaces, parce qu'il y a des personnalités qui toquent à nos portes, qui sont dans des zones où nos partis ne sont pas implantés, pas parce qu'il n'y a pas de militants, mais parce que l'autorité administrative ne l'admet pas. Voyez-vous, le coup de force que nous avons eu... Ce n'est pas un raccourci un peu facile. Ce n'est pas un raccourci, je vous dis que nous avons des éléments que je pourrais vous montrer en off par rapport à Olamze et par rapport à Kiossi. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Le sous-préfet ne sera jamais d'accord, mais nous allons toujours forcer parce que les populations demandent cela. Ils vont aller aux élections, on va arracher la victoire, comme d'habitude. Vous allez dire, pourquoi on n'arrache pas la victoire à Fumban? La victoire n'a pas été arrachée à Fumban parce que les populations de Fumban ont tenu à ce qu'on proclame les résultats pendant qu'ils étaient dans les centres. Vous comprenez? Ils ont passé au moins 24 heures dehors. Les procès-verbaux n'ont pas pu être falsifiés ou véhiculés. C'est tout simplement pour cela. Sinon, Fumban aussi serait tombé. Voyez-vous? Donc, quand vous faites des analyses comme ça, il faut faire attention parce qu'il faut aller à l'origine, comprendre les mécanismes qui se sont passés là-dedans. Mais vous n'allez pas voir au niveau de l'UDC le genre de spectacle que nous voyons ailleurs. Monsieur le vice-président, intéressons-nous aux alliances qui se sont formées. La presse en a largement fait écho à la faveur de ce scrutin. Des alliances au niveau de quelques partis politiques. Je ne prends qu'un cas de figure, celui de l'arrondissement de Douala Premier, où on a annoncé des alliances avec votre parti, je crois le CPP également, et un autre parti politique. Visiblement, il y avait l'UPC et l'AFP. Ça n'a pas fonctionné comme vous aurez souhaité que cela fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais si vous allez au siège du CPP, on vous dira le contraire. Si vous venez chez moi, je vous dirai le contraire. Ça a très bien fonctionné. Et ça a dangereusement bien... Quel était l'objectif de cette forme d'alliance qui, sur le plan légal, ne peut pas s'expliquer tout naturellement? Non, pourquoi ça ne peut pas s'expliquer? Pourquoi ça ne peut pas s'expliquer? Mais il vaut mieux avoir des alliances que d'aller acheter les consciences. Ce que nos adversaires ont fait. C'est ça le problème. Vous comprenez? Nous avons fait une très très belle campagne. Nous sommes allés auprès des populations. Il n'y a pas un seul quartier où nous ne sommes pas entrés. Il n'y a pas un seul quartier où on ne nous a pas bien accueillis. Mais il y a plusieurs quartiers aussi où on nous a dit.
Si vous n'avez pas l'argent comme les autres, circulez. Mais ça, nous disons, ça peut être les partis, les militants du RDPC qui nous l'ont dit. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je veux vous dire, ce que je peux vous dire, voté massivement ils sont partis, je vous dis. Ou pour vos alliances. Mais je vais vous expliquer. Vous savez très bien qu'il y avait 2 millions de Camerounais inscrits. On en voulait 7 millions. Alors, Elekam a transformé, n'est-ce pas, ces points d'inscription en points flottants. C'est-à-dire que vous appelez Elekam, il vient chez vous, il inscrit les gens avec le kit. Et ça, le parti au pouvoir et d'autres partis ont mis en branle la tricherie. Parce qu'ils ont importé, exporté des gens. Si vous allez dans certains partis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes au sein des partis. Parce que les militants de tel arrondissement sont venus s'inscrire à tel autre arrondissement. D'autres sont allés prendre des universitaires pour venir inscrire à Douala, à Vourissan. C'est pour ça que le taux de participation était trop fort. Voyez-vous. Et deuxièmement, l'achat de conscience. Si vous avez fait le tour le 30, vous aurez constaté que quand vous sortiez de chez vous, il y avait déjà des rabatteurs qui venaient vous indiquer qu'il y a 5 000 francs à prendre et que si vous apportez les bulletins des autres partis, il y a même des mécanismes qui étaient faits où quand vous allez voter, l'enveloppe, vous ne le fermez pas bien et vous faites apparaître le bout de l'enveloppe à un observateur qui lui vous paye dehors. Quand vous avez vu tout ça, quand vous mélangez tout ça, et au fait que ce sont quelques exemples là les listes ont été rejetées. Est-ce que cela aurait suffi pour peser justement sur les résultats Tout à fait. Ça a pesé énormément. Vous pouvez pas négliger cela. Ça a pesé énormément. Parce que quand ça ne marchait pas, ça passait au niveau des procès-verbaux. Voilà ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites attention. Vous analysez ces choses-là. Nous sommes des acteurs. Nous sommes mieux placés pour vous dire ce qui se passe. Nous n'analysons pas. Hein, nous nous interrogeons tout simplement, monsieur le vice-président. On ne fait aucune analyse. Quand nous appelons les journalistes parce que nous avons telle descente ou tel meeting à tel endroit, si le journaliste nous répond qu'il est déjà pris à tel endroit, vous voulez donc que nous fassions la magie? On ne fait pas la magie. Ce que nous voulons voir, ce sont les électeurs. Si les journalistes ne peuvent pas nous suivre, on ne va pas en faire une affaire d'État. LTM vous a très souvent suivi. Oui, je dis quand il peut, oui, mais il y a beaucoup d'autres qui... J'ai vu dans une chaîne de télévision, on m'a traité même de pleurnichard. Moi, je ne suis pas là pour pleurnicher. Vous-même, vous l'avez constaté. Je suis là pour argumenter. Mon problème, c'est d'argumenter. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut dire que Sam Baka a de bonnes idées. Mais ces idées, je les ai apprises où? C'est dans l'Union démocratique du Cameroun. Peut-être avec ma dimension personnelle, j'ai dit, je n'ai pas à me soucier du fait que je ne suis pas dans le droit chemin. Non. Beaucoup de gens combattent ce qui est bon. Je le sais. Et je l'assume. Mais je continue sur cette lancée en disant que les idées ne doivent pas avoir des frontières. Les frontières ethniques qu'on est en train de nous mettre ici au Cameroun, c'est pour se maintenir au pouvoir. Certains en profitent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça qui va gouverner le Cameroun de demain. Ce n'est pas ça qui va élever nos enfants et nos petits-enfants dans l'unité. Cette unité est très chère. Parce que pour des gens qui sont nés à la même période que moi, nous savons ce que c'est. Moi, j'ai été à l'école Saint-Jean-Bosco. Nous avions des enseignants éducateurs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, monsieur le vice-président, on l'a compris, hein, l'UDC n'est donc pas un parti régional ni régionaliste, encore moins un parti politique de famille. C'est un parti politique qui souhaite conquérir le pouvoir. Et l'exercer. Et l'exercer. Alors, juste une question. Vous êtes le vice-président, vous êtes d'ailleurs assez bien placé pour nous donner cette information-là. Quel est le climat qui prévaut entre votre président de parti et puis le sultan des Bamoun? Voyez-vous, est-ce qu'ils ont fait la paix des braves? Je ne sais pas, je ne suis même pas habilité à répondre à cette question parce que ce sont des problèmes de famille qui se traitent en famille. Ça ne se traite pas dans les partis politiques. Ce que je peux constater comme vous, c'est tout simplement que l'un est le maire de Fumban, président de l'UDC, l'autre est sénateur, membre du bureau du RDPC. Bon, maintenant, si nous devons... Moi, ce que j'ai appris en politique, c'est les idées, c'est les programmes, ce n'est pas les batailles de personnes.
Parce que quand on entre dans les batailles de personnes, forcément, on est voué à l'échec. Monsieur le vice-président, vous parlez toujours d'idées, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que vos idées au niveau de l'UDC sont pas très souvent prises en compte? C'est pour ça que je veux justement des débats contradictoires sur la base des idées. Moi, je pense que c'est avec un débat contradictoire qu'on peut avancer. Maintenant, on peut en même temps se dire que on a mis en place la démocratie, le multipartisme, sans le fondement même. Le fondement, c'est la culture de la démocratie, la culture du multipartisme. Ça, les Camerounais n'ont pas eu droit à cela. Moi, je vous dis que j'ai fait mon exil au Bénin. Au Bénin, toutes les télévisions, toutes les radios formaient. On faisait venir les gens de l'extérieur. Il y avait des colloques. Tout ça passait à la radio, à la télévision, était traduit en langue vernaculaire. Ce qui fait qu'un Béninois, aujourd'hui, vous n'avez rien à lui expliquer sur ce que c'est que l'état de droit, sur, n'est-ce pas, les pouvoirs d'un citoyen, la citoyenneté. Vous voyez, moi, c'est ça qui fait en sorte que mon thème était nous construisons une nouvelle citoyenneté pour un nouveau contrat social. Parce que c'est ça la chose qui mine le Cameroun. Le Cameroun doit avoir de mieux en mieux de bons citoyens. Des bons citoyens, ce sont les citoyens qui sont formés. On ne prend pas cela, on injecte à l'hôpital. Non, c'est la formation. Or, les gens ont faim, les gens ont ceci, les gens ont cela. Ils n'ont pas le temps de suivre cela. C'est donc dans les formations politiques qu'on doit essayer de le faire. C'est lors des débats que nous faisons comme celui-là que nous devons essayer de former les Camerounais pour comprendre ce que c'est que la citoyenneté, le droit du citoyen, les devoirs du citoyen, voter, voter, contrôler, sanctionner. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ceux qui d'habitude sont élus sur la base de fioritures et qui se mettent d'un côté et le peuple de l'autre côté, nous allons nous battre pour que tout ça soit fini. Monsieur le vice-président, globalement, le scrutin du 30 septembre dernier, en dépit ou en dehors de ces achats de conscience que vous aviez dénoncés, un taux de participation qui est aussi autour de 70%, on a quand même le sentiment qu'il y a eu une avancée. Vous y croyez, vous? Ça veut dire que vous ne connaissez pas le Cameroun. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Est-ce que globalement, les taux de 70%, déroulement de ce scrutin? Les taux de 70%, ce sont des taux qu'on a vécus dans des villes comme Douala, Yaoundé, n'est-ce pas? Et Bafoussam. Mais vous n'êtes pas allé à l'Est, vous n'êtes pas allé au Sud. Tout le monde était à la plantation, personne n'a voté. Très peu de gens ont voté. Dans certaines zones du Cameroun, les gens n'ont pas voté. Et le CAM s'est chargé de remplir les procès-verbaux. Et puis de mettre soit 90%. Ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est vous qui n'avez pas bien fait votre travail, je vous jure. Parce que nous, on a des militants là-bas et puis nous avons des feedbacks. Vous comprenez? On n'a pas voté. Les gens sont allés dans leur plantation, ils sont allés cultiver. Mais les résultats qui sont arrivés nous ont donné... Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez votre part de responsabilité? Nous avons une très grosse part de responsabilité. Dans cette sorte de partie que vous dénoncez. C'est l'opposition camerounaise qui est la cause de la situation que nous vivons. Tout simplement parce que les gens ont pensé que le Cameroun est un gâteau qu'il faut partager. Voilà d'où vient le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes financièrement puissant et que vous êtes dans un pays pauvre, très endetté, où des citoyens n'ont pas les moyens de survivre à peine, excusez-moi, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils veulent survivre. Donc, si vous êtes prêt à leur donner un peu d'argent, ça se limite là. Voyez-vous? Parce que vous êtes le bienfaiteur. Mais, apprendre à pêcher, c'est de ça que nous, on parle à l'UDC. C'est pour cette raison que nous disons que ce n'est pas exercer le pouvoir qui est le plus important, mais c'est de faire avancer le processus. C'est de faire avancer le processus de telle enseigne que, même si... Vous savez, la notion de shadow cabinet, c'est l'UDC qui l'a amené ici, mais si on vous le dit, vous ne le croirez pas. 1993, en Gaoundéré, nous créons le shadow cabinet. Pourquoi? Monsieur le vice-président, avec 4 députés à l'Assemblée nationale, vous avez des idées que vous souhaitez véhiculer. Vous pensez que c'est suffisant pour que les idées de l'UDC au niveau de cette chambre basse-là soient prises en compte? Mais vous avez dit quelque chose de très fondamental. Parce que si vous savez que les idées
c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, ça part d'une personne. Ça n'a même pas besoin de partir de 4. Une seule personne suffit pour faire véhiculer une idée qui est bonne et qu'on adhère à cela. Donc il faut comprendre les choses comme ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que vos députés vont aller, comme les autres là-bas, se reposer? Non, ils ne se reposent pas parce qu'ils ont des propositions de loi. L'UDC a toujours des Vous connaissez combien de propositions de loi qui ont été juste ici promulguées, monsieur le vice-président? Je ne connais pas de propositions de loi venant des députés du RDPC. C'est ça qu'il faut analyser. Parce que si eux, ils attendent les projets de loi du gouvernement, il y a de fortes chances que le Cameroun reste dans la misère. Pourquoi? Parce que ce sont ces mêmes ministres qui ont déposé Yaoundé pendant 1 mois pour descendre les soutenir pour qu'ils soient députés. Alors, s'ils les ont soutenus pour qu'ils soient députés, ils vont retourner la monnaie là-bas, l'ascenseur, n'est-ce pas? Toutes les mauvaises lois qu'on va déposer, ils vont faire passer comme une lettre à la poste. Mais ce qu'on demande à un député, ce n'est pas seulement de juger les projets de loi des ministres, c'est eux-mêmes. Suivez l'action du gouvernement. Suivez l'action du gouvernement, mais eux-mêmes d'apporter. Parce qu'ils représentent le peuple. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, avec le SDF, l'UNDP, votre parti politique également, l'UDC, comment on appelle, le MRC et l'UPC également, ouais, qui opère son entrée avec 3 députés, est-ce qu'on ne peut pas envisager justement dans le cadre de cette session-là, une sorte d'alliance entre ces partis politiques pour que finalement on ait des propositions de loi émanant des partis de l'opposition représentés à la Chambre basse qui puissent faire l'objet quand même au moins d'examen? Tout à fait. L'essentiel, le plus important, vous voyez, c'est que nous quittions un peu cet esprit que nous avions par le passé ici, c'est-à-dire que il y a un seul parti à l'opposition, les autres ce sont des micro-partis qui doivent venir fusionner, etc. Non. Je dis... Donc vous n'êtes pas le partisan d'une candidature unique de l'opposition. Nous avons toujours contribué à cela. Et quand il s'agit des critères, malheureusement, il s'est avéré que c'est l'UDC qui avait les meilleurs critères. Mais de l'autre côté, il était question... Mais au sein de l'opposition, on va vous dire le contraire. Au sein de plusieurs Camerounais, pas formés politiquement, ils ont pensé que c'est la politique spectacle qui est importante. Non, ce n'est pas la politique spectacle qui est importante. Quand on part sur la base des critères de représentation pour aller contre le parti au pouvoir, on met en place, n'est-ce pas, un canevas. Et ce canevas-là, s'il aboutit sur Adamou Damdjoya, pourquoi est-ce que nous nous sommes réunis? Et arrivé à cela, si c'était pour dire après que il est moins fort que nous. Nous avons plus de députés que lui. Non, mais si c'est sur cette base, il n'y a pas de problème. Ne vous asseyez pas. Monsieur Sambaka, est-ce qu'au sein de l'UDC, la méritocratie est une chose qui règne en maître? La méritocratie, je suis l'exemple de cela. Je suis parti du Bénin, je suis arrivé au Cameroun, et fort de ce que j'avais vu là-bas, il a fallu que j'appartienne à un parti politique. J'ai regardé les programmes de tous les partis politiques, de leur idéologie, et j'ai opté pour l'UDC. Ce n'est pas parce que j'étais Bamoun, non, je suis d'un Cam, je suis Yabassi. Vous comprenez? J'ai opté pour cela. J'aurais pu opter pour un parti qui est proche de moi ethniquement, non. Le Noun est très loin d'un Cam. J'ai opté pour l'idéologie, pour le programme. Et je me suis inscrit à un comité de quartier à Bonaprisou. Je suis venu très rapidement le président de ce comité de quartier parce que moi, j'avais vu cette formation au Bénin, je l'avais eue. Je suis devenu très vite le président. Ensuite, je suis devenu le président d'arrondissement de Douala 1er. Après, le deuxième vice-président départemental. Ensuite, le président départemental de ce parti ici, avant d'aller au bureau exécutif national où j'ai fait tour à tour la communication, adjoint au secrétaire national à la communication, à l'organisation, à l'implantation. Je suis devenu membre du bureau politique. Après membre du bureau politique, j'ai été 3e vice-président. Aujourd'hui, j'occupe les fonctions de 1er vice-président. J'aimerais que vous me montriez plusieurs hommes politiques qui ont ce parcours-là. Monsieur le premier vice-président de l'UDC, je vous emmène tout de suite vers la deuxième articulation de ce programme, c'est politique et société.
Voilà, dans cette articulation, on va parler donc de l'opération Épervier. Vous le savez, il y a quand même quelques sujets d'ordre tout naturellement actuel. On parle de l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, Marafa Amidou Yaya, qui était en face également à la PJ du côté de Yaoundé, où selon la presse, il a été auditionné au sujet des affaires financières liées à l'acquisition de l'avion présidentiel. Il y a également cette autre affaire de Michel Thierry à Tangana qui revient également largement. Alors, sur le fonctionnement même de cette opération-là, quelle est la lecture que vous, au niveau de l'opposition, vous en faites? Vous pensez que c'est une solution pour qu'on en arrive à un assainissement total de la gestion publique au Cameroun? Nous l'espérons. Nous l'espérons, mais ce que nous devons constater, c'est que, au vu de ce qui vient de se passer aux élections législatives et municipales, on est en droit de se poser des questions et de douter un tout petit peu. Parce que quand toute l'administration camerounaise ferme à Yaoundé pour se déporter sur le terrain, je ne sais pas avec quels moyens cela se fait. Si c'est avec les moyens de l'État, comme on a vu, les véhicules, etc., etc., vous vous rendez compte quand un Premier ministre va s'installer quelque part pour les parlementaires, qu'est-ce que vous allez attendre de ces parlementaires-là? Vous n'allez rien attendre d'eux, parce qu'ils doivent tout à l'exécutif. Monsieur le Premier vice-président, il est dans son rôle de militant. Non, ce n'est pas un rôle de militant, je suis désolé. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Ce n'est pas parce que leur président n'a pas quitté le RDPC qu'eux, ils pensent que, occupant des fonctions administratives comme celle-là, ils doivent enlever cela pour eux. Mais s'ils veulent enlever cela, qu'ils enlèvent ça et qu'ils fassent à Yaoundé. Parce que c'est là-bas qu'ils travaillent, donc c'est là-bas qu'ils militent. Qu'ils n'aillent pas faire ça dans leur village. Est-ce que l'absence d'un ministre peut bloquer le fonctionnement d'un ministère? Tout à fait. On peut évaluer ça même en termes de beaucoup de milliards de pertes. Je suis désolé, parce qu'une journée dans un pays, c'est pour ça que les pays développés n'aiment pas beaucoup les jours fériés. Parce qu'en termes économiques, une journée de perdu, c'est énorme. L'opération Épervier, pour vous, on avance, mais difficilement. Il y a encore quelques Non, je dois dire que si on veut avancer, on doit pouvoir mettre un organisme comme la CONAC, on doit lui donner plus de moyens. C'est-à-dire que c'est la CONAC... Moyens financiers? Non, la CONAC institutionnelle. C'est-à-dire que c'est la CONAC qui doit envoyer les gens au tribunal. Ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas le ministère de la Justice, non. Très bien. Ça pose un problème politique. Parce qu'à ce moment-là, on a comme l'impression, et ça doit être cela d'ailleurs, qu'on favorise plus les procès politiques. Le Conseil supérieur de l'État également a rendu public via Henri Ebaïssi, qui est donc ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, sa copie au sujet des affaires qui étaient donc pendantes au niveau du Conseil de discipline et budgétaire du CONSUP. On parlait de 14 affaires sur lesquelles un peu plus de 5 personnes ont été innocentées et les autres ont été inculpées pour des fautes de gestion. Cela ne vous amène-t-il pas à penser que finalement l'opération Épervier là risque d'être une opération qui va mettre beaucoup de temps? Puisque visiblement on souhaite assainir la gestion la finance publique, mais des gens continuent néanmoins à être interpellés dans le cadre de mauvaise gestion. C'est là où vous devez comprendre que si elle n'était pas surtout politique, elle aurait déjà apporté des résultats. Mais parce qu'on a l'impression et on a certaines indications qui nous font penser qu'elle est beaucoup plus politique. C'est ça qui fait traîner les choses. Parce que si vous regardez bien, rien ne change. Parce que les gens ont l'impression que, bon, si nous ne nous attaquons pas... Il y a quand même quelques personnes en prison. Si nous ne nous attaquons pas, n'est-ce pas, à la politique, à ce moment-là, on peut voler tranquillement. Voyez-vous, c'est l'impression que ça donne parce que les gens ne font que multiplier les vols et les détournements. Par contre, si l'opération Épervier, n'est-ce pas, allait dans le sens des détournements, uniquement des détournements, c'est vrai, il manquerait de prison. Mais ça aurait baissé. Ça ne baisse pas parce qu'on a l'impression que ceux qui sont là-bas pour des affaires politiques. Et ceux qui sont dehors
continuent de détourner parce qu'ils ont l'impression que tant qu'on ne se mêle pas de la politique, en tant qu'opposant, on peut tranquillement faire des détournements. L'opération Épervier, s'il n'est pas lié donc à une chapelle politique, donc il n'est pas politisé, vous avez le sentiment que ça pourrait faire avancer le combat contre ce que l'on qualifie aujourd'hui de gestion assez opaque, en tout cas de la fortune publique. Vous avez clairement ce sentiment, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'hypothèse d'une revalorisation, par exemple, des salaires qui pourrait peut-être amoindrir cette volonté de quelques fonctionnaires à aller piquer dans les caisses de l'État? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des préalables qu'il faut passer? Parce tout que à fait. Voyez-vous, aussi parce non, que le Cameroun, la situation et la condition dans laquelle vivent de nombreux Camerounais le Cameroun peut les amener à le ce Cameroun, genre en termes de potentialité, est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais contradictoirement, il a le SMIC le plus bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que précisément, l'être humain n'est pas au centre des préoccupations. Voyez-vous? L'être humain n'est pas au centre des préoccupations de ceux qui nous gouvernent. Il peut avoir une volonté présidentielle pour cela, mais le système avale tout. Le système avale tout, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte des déclarations d'un chef d'État. Mais on est surpris que nous n'arrivons pas à appliquer cela. Nous n'arrivons pas à appliquer cela. Si nous prenons les grandes réalisations, tous ces trucs-là, si vous regardez le port de Kribé, même le dernier rapport du FMI nous indique très bien que nous ne serons pas émergents en 2035. Parce qu'il y a les préalables qui ne sont pas respectés. Voyez-vous? Qui ne respectent pas cela. Restons dans le cadre de la gestion de la fortune publique. Quels sont les préalables, justement, qu'on devrait mettre en œuvre pour que, finalement, on ait moins de suspicions ou alors de présomption de détournement au sein de nos administrations? Voyez-vous, le contrôle de l'État dont on parle, à l'époque, a fait du bon travail. Le problème, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Nous avons, les Camerounais sont les mieux qualifiés. Les mécanismes pour enrayer la fraude, mais quand on veut enrayer les oiseaux, on enraye. Voyez-vous? Mais comme disait l'autre... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est quand même là un sujet délicat? Mais c'est délicat. Parce que ces personnes ont quand même amassé suffisamment d'argent et il faut être très subtil. Les déclarations de biens, article 66, ce sont des mécanismes qu'on met en place justement pour barrer tout cela. Mais à partir du moment où c'est là dans la Constitution, mais personne pour mettre ça en application, vous allez vous étonner. C'est un peu comme nos artistes. Les artistes, tout le temps, sont en train d'accuser ceux qui les dirigent d'avoir détourné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans leur tête que c'est une affaire de personne. On cherche la personne. Non. Jésus-Christ, il n'y en a plus. C'est du passé. Aujourd'hui, on met en place des mécanismes tels que la gestion devient saine. S'il y a un moindre dérapage, que ce soit visible. C'est le mécanisme qu'on met en place. La personne qu'on met, c'est celui qui sait négocier, qui sait manager, qui peut ramener quelque chose. Ce n'est pas celui qui vous fait les beaux yeux ou bien qui vous donne un peu d'argent, qui est la personne qu'il faut. Très bien. Monsieur le Premier vice-président, la réalisation nous indique que la portion congrue accordée donc à ce programme tire progressivement à son terme. J'aimerais qu'on évoque également 3 autres sujets avant de sortir de cet entretien. Parlons des accords de partenariat. Une réalité, c'est que l'on pourrait ratifier ces accords-là. En tout cas, de nombreux observateurs s'accordent à dire qu'on y va progressivement, même si au niveau des organisations patronales, on continue à penser que c'est extrêmement dangereux d'y aller vers une ratification parce que l'économie du Cameroun n'est pas prête à faire face à l'avalanche de produits venant de l'Europe. Votre sentiment au sujet de ces accords? Pourquoi l'économie du Cameroun n'est pas prête, n'est-ce pas, à affronter cela et que depuis longtemps on n'a pas fait? C'est parce que quand on vit au Cameroun, on a l'impression que la notion de temps est oubliée. Je le dis souvent. Le temps, c'est important. Nous disons, nous voulons arriver à tel endroit, nous ne nous donnons pas les moyens. Les Blancs, eux, ils ont leur boussole, ils tracent le cap, ils ont l'horloge, ils disent, tel jour, à telle heure, on arrive à destination. Ici, là, nous avons
Nous devons fêter le cinquantenaire de la réunification. Une année passe, 2 années passent, on dit oh, c'est pas grave, on va fêter. Voilà le problème du Cameroun. Nous ne nous donnons pas les moyens, les calendriers qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce problème, le Cameroun l'a retardé. Mais à partir du moment où il était déjà dedans, on savait très bien que ça arrivera un jour. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour préparer cela? Cela nous rappelle les PPTE. C'est-à-dire que nous atteignons là où nous devons arriver, mais nous-mêmes, nous n'y croyons pas. Nous ne préparons pas les projets. L'argent arrive, mais les projets qu'on présente sont des projets bidons. Alors l'argent reste là, pas moyen d'investir. C'est ça que le Cameroun vit. Et c'est la raison pour laquelle je dis il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que ceux qui prennent des responsabilités les assument et qui répondent de cela. Parce que nous allons continuer comme cela. Les accords, on va les signer. Ça va être déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Mais pendant ce temps, comment avons-nous préparé cette signature? Quelles sont les exportations que nous allons faire? Nous allons attendre qu'il y ait l'énergie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voilà. L'agriculture qui pouvait nous permettre en même temps de profiter d'un certain nombre de choses, nous ne l'avons pas fait. AGOA avec les États-Unis. Les États-Unis, nous leur proposons des faibles quantités. Ils veulent des grandes quantités. Mais nous n'avons pas bâti une politique pour exporter. Maintenant, les importations vont arriver, ne vont plus payer des droits de douane. Nous voyons déjà au niveau du Nord Cameroun comment la fermeture de la frontière avec le Nigeria est en train de provoquer un manque à gagner qui fait crier tous les douaniers. Voyez-vous? Mais quand ça va arriver donc avec l'Union européenne, qu'est-ce que ça va donner? Préparons-nous à fonctionner autrement parce qu'il y a les lois de la nature, il y a les choses que les autres mettre en place. Que vous pensez, quand nous faisons entrer nos bananes, sans qu'on ne paye les droits de douane là-bas. En l'état actuel des choses, vous pensez que ces accords de partenariat, c'est vrai, on ira forcément vers une ratification à la faveur de la cession de plein droit de la Chambre basse, mais vous pensez que là, on a une autre alternative? Nous allons souffrir, mais nous devons bâtir des politiques qui visent, n'est-ce pas, à ce que les échanges se fassent d'une manière équilibrée. Et nous avons les moyens, nous avons les potentialités, il faut un bon programme. Et il faut une volonté politique. Il faut cesser avec ces égoïsmes. À un certain moment, il faut quand même arrêter et se dire que ce que j'ai fait dans le noir, je m'arrête là parce que la lumière va toujours rejaillir. La nuit n'est pas éternelle. Le jour finit toujours par se lever. Quand on a ce principe-là, on se dit, voilà, je me donne une ligne rouge que je ne dois plus franchir parce que ça n'a pas porté. Mes enfants vont en subir. Ce n'est pas parce que mon enfant est à l'étranger et qu'il a 6 millions de francs tous les mois, quand il viendra travailler au Cameroun, je ne sais pas qui lui donnera 1 million de francs. Voyez-vous, il y a des choses comme ça, des évidences comme ça. À un certain moment, il faut se regarder dans le miroir et se dire qu'on arrête avec ça. On est là, c'est le pays d'abord. C'est le pays d'abord. Voilà comment est-ce que, moi je pense que ceux qui nous gouvernent doivent réagir. Ils ont eu des privilèges pendant plusieurs années. Mais il faut que ça s'arrête là. Et il faut que maintenant, on pense à l'ensemble des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, monsieur le premier vice-président. Tout de suite, juste dernière articulation et une question pour sortir de cet entretien, c'est sport et culture. Alors, on parlait d'ombre culture et showbiz, c'est la dernière articulation. Je l'ai indiqué, vous êtes également opérateur culturel. Et il était pour nous de bon temps, tout naturellement, de vous demander de réagir à la suite de l'Assemblée générale élective de la SOCAM que l'on annonce pour le 2 novembre prochain. Quelques candidatures se sont déjà déclarées. On parle de celui de Dédi et Ango. On parle également de plusieurs autres artistes qui ont déclaré leur candidature en tant que PCA de la SOCAM. Mais un promoteur culturel également, l'occurrence Raymond Tienguet, pense qu'il faudrait boycotter cette assemblée générale élective-là. Quel est votre sentiment autour de la gestion du droit d'auteur au Cameroun, cette sorte de cacophonie qu'on observe avec une société qui navigue désormais à vue, avec des personnes qui ont été éjectées pour faute de gestion et des artistes qui pensent qu'il faudrait simplement aller à une élection, alors qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il faudrait revoir la structure, la CENI avant de penser à une élection? Moi, je suis d'accord avec les derniers.
Je suis d'accord avec les derniers parce que j'ai la chance de connaître beaucoup d'artistes. Hein? J'ai cette chance-là, étant promoteur culturel, comme vous avez dit. J'ai la chance de connaître beaucoup d'artistes. Le problème des artistes, c'est le problème général, c'est le problème qu'on rencontre au Cameroun. Nous ne croyons pas aux institutions, c'est pas bon. Parce que, voyez-vous, les artistes, c'est des gens qui nous font vivre, qui nous font rêver, qui travaillent, qui se sacrifient beaucoup. Ils ne peuvent pas avoir le temps de gérer en tant que tel leurs affaires seulement. Mais ce qu'on doit comprendre et qui est important, c'est qu'à la tête de leurs associations, il doit avoir à la base un programme avec des mécanismes de fonctionnement parce que c'est trop léger. Je dis bien c'est trop léger que les gens aillent aux élections tous les jours pour dire que ceux qu'ils ont élus ont bouffé l'argent. Je trouve que c'est trop léger. Les artistes, ce sont des gens qui ont de l'imagination. Ils doivent donc mettre en place d'abord des mécanismes tels que la gestion de leurs affaires soit transparente et que ce soit contrôlable. Donc, si c'est transparent et contrôlable, vous allez voir que tout ce qui a été perdu en 50 ans peut être récupéré en 2 ans. Pourquoi? Parce que ce qui sera important dans le programme des candidats, ce sera leur capacité à faire venir des choses. Voyez-vous? Mais est-ce que dans l'environnement que l'on décrit, des artistes imminents comme Ekambi l'ont d'ailleurs largement décrit en indiquant par exemple que les textes de la SOCAM étaient caducs et qu'il fallait complètement toiletter tout cela, il fallait tout naturellement diligenter une sorte d'audit avant de s'y engager. Tout cela visiblement, aucun jalon n'a été posé, mais on y va progressivement vers une élection. C'est la raison pour laquelle je suis contre cette élection. Je suis contre cette élection parce que la première chose, c'est d'assainir. Nous ne pouvons pas répéter toute la vie que ceux qu'on a élus ont bouffé de l'argent. Qu'est-ce que nous-mêmes, nous avons fait pour que celui qui sera élu ne puisse pas bouffer de l'argent? Nos textes, qu'est-ce que nos textes prévoient? Au vu des erreurs du passé, c'est pour ça que l'audit est importante. Moi, je pense que des musiciens, ils sont mieux placés que tous les autres Camerounais pour faire appel gratuitement à l'expertise. Parce que je ne connais pas un seul des experts qui peut refuser de les aider. Non, ce n'est pas possible. Donc, eux-mêmes doivent commencer déjà par mettre en place les institutions bonnes pour eux. Des mécanismes qui prônent la transparence et qui sont vérifiables. À partir de ce moment-là, ils vont être boostés parce que ça ne sera plus une affaire que toi, tu es plus honnête que l'autre, tu es plus honnête. Non, ce n'est pas écrit dans le front de quelqu'un. La capacité, le choix ne doit pas se faire sur la base de l'honnêteté. Parce que l'honnêteté est obligatoire. Mais ça doit se faire sur la base de la capacité à apporter à l'association. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si les artistes le comprennent, ils vont repousser. Ils vont d'abord mettre en place les fondations. Et à partir de ces fondations... Comme si c'est une date qui a été arrêtée par le ministre en charge de Mais ils vont expliquer au ministre... Ils vont expliquer au ministre, parce que ça crée trop de problèmes, ils vont expliquer au ministre que c'est d'abord la fondation qu'il faut mettre, avec les compartiments qu'il faut, pour qu'il y ait une lisibilité. Et ensuite, on choisira la personne qui est la plus représentative, qui peut apporter en termes d'affaires à l'association. Monsieur Cyril Sambaka, question rituelle pour terminer cet entretien. L'avenir de notre pays, comment vous l'entrevoyez? Je vois l'avenir de notre pays... malgré moi, je ne peux pas ne pas voir ça en bien. Et je le souhaite, comme la chemise que je porte, qu'elle soit rose. Malheureusement, pour que cela se passe comme ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour souhaiter du bien à leur pays. Monsieur le premier vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, Sambaka, merci d'être venu dans le cadre de ce programme et d'avoir échangé avec nous. C'est moi qui vous remercie malgré vos questions assez pertinentes. Madame, monsieur, c'est tout pour la livraison de la vraie émission, premier numéro de la semaine. Je vous retrouve mercredi pour une autre édition. D'ici là, restez sur les programmes de la télévision LDM qui se poursuivent. Au revoir.